Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello! Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Gwenaëlle Tingleo. Elle est psychologue nomade pour les voyageurs et expatriés ou les futurs voyageurs et expatriés. Et je sais que voyager, notamment voyager seul ou même s'expatrier, c'est quelque chose qui fait envie à pas mal d'entre vous. Et donc c'est un sujet que je voulais aborder sur J'ai peur donc j'y vais, puisque c'est le but justement du podcast, c'est de vous aider à oser. Et donc avec Gwenaëlle, on a parlé des peurs que l'on peut avoir à l'idée de partir voyager seul, des difficultés qu'on peut rencontrer quand on voyage seul à l'étranger, mais aussi des périodes difficiles qu'on peut vivre quand on est en voyage et en expatriation. Et Gwenaëlle nous a partagé ses meilleurs conseils de psy pour oser dépasser ses peurs et partir, et aussi pour surmonter les moments difficiles qu'on peut traverser quand on est à l'étranger. Je vous laisse avec l'épisode. Hello Gwenaëlle! Coucou Steph! Merci d'avoir accepté mon invitation sur J'ai peur donc j'y vais. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui m'est cher et qui t'est cher aussi, le voyage en solo. Est-ce que, avant de commencer, tu souhaiterais te présenter un petit peu aux auditeurs et aux auditrices qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr, avec plaisir. Du coup, moi, c'est Gwenaëlle, je suis psychologue nomade et j'accompagne les voyageurs et les expats pour les aider à s'épanouir dans leur voyage. En gros, moi, ça va faire 5 ans maintenant que je voyage un peu à travers le monde, même si je me suis posée au Guatemala. Et pendant mon voyage, je me suis rendu compte à quel point le voyage, c'est impressionnant, il y a plein de choses qui se passent. Et que des fois, justement, c'est tellement intense qu'avoir un petit accompagnement, ça aide aussi. Super. Alors justement, toi qui l'as expérimenté, qu'est-ce que ça peut apporter de voyager seul, de voyager en solo? Histoire de motiver les auditeurs et les auditrices, qui peut-être n'ont pas encore franchi le cap et qui se disent: «Mais pourquoi j'irais voyager seul moi d'abord?» Et ben, je pense que le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est vraiment le sentiment de liberté qu'on a. Personnellement, quand la première fois du coup que je suis partie en solo et que je suis arrivée dans un nouveau pays, j'ai vraiment senti ce côté de: «Waouh, je peux faire tout ce que je veux. Il y a personne avec qui je dois aller rendre des comptes. Je peux faire mon emploi du temps. Si j'ai envie de dormir un peu plus, je dors un peu plus. Si j'ai envie d'aller visiter ça, je peux visiter ça», et c'est vraiment ce côté-là, en fait, de pouvoir faire ce que je veux, qui changeait un peu quand même et dont on se rend pas forcément compte, quand on est toujours dans notre quotidien, en fait. L'autre truc aussi, que je vois, c'est l'épanouissement que ça peut apporter, personnellement. Il y a vraiment un côté de, justement, comme on n'a pas de distraction un peu autour, on est seul avec soi-même, c'est aussi un super moment pour se retrouver, faire un peu plus attention à ses besoins, à nos comportements même dans une nouvelle culture, en apprendre plus sur soi-même, avoir des moments d'introspection et du coup, effectivement, à s'épanouir, en fait. Parce que, quand on est dans la vie de tous les jours, on a l'habitude, on a un petit peu les mêmes routines et cetera, et on se rend plus forcément compte. Parfois, on est détaché de soi, d'ailleurs, et le voyage là-dessus, je trouve que vraiment on se retrouve, quoi. Ouais. Et le dernier truc que je vois, c'est aussi tout simplement gagner de la confiance en soi. Parce qu'automatiquement, on est tout seul, donc on va être obligé de faire certaines choses. On va avoir du coup plus de capacité d'adaptation, de lâcher prise aussi, parce qu'en voyage, il y a toujours des trucs qui se passent mal. Que ce soit surtout les transports, les heures de retard, le Airbnb, des fois on pense qu'il est là, il n'existe pas en fait. Et du coup, on apprend à lâcher prise. Ça sent le vécu. Oui, très clairement, totalement. Ça m'est déjà arrivé aussi. Mais c'était moins pire, j'avais pas réservé, mais c'était, un hôtel, qui était sur, le Routard ou un truc comme ça, mais pas un vieux guide, hein, un guide assez récent En plus. et le taxi nous amène, c'était en Bolivie et il nous dit: «Ah, c'est là» et en fait, c'était un immeuble j'allais dire en construction, non, en déconstruction, en démolition, Génial. Ah, c'est fou. mais ça arrive pas souvent. On va faire peur aux gens qui nous écoutent, C'est mais clair. ça arrive pas si souvent que ça. Mais au moins, il y a le côté vraiment on lâche prise parce qu'à un moment, on se dit: «Bon, de toute façon, Mmh. c'est là» et du coup, on trouve des solutions pour s'adapter. Je pense que c'est vraiment ce côté de se rendre compte qu'en fait, on a vraiment énormément de ressources internes. Même quand on a Ouais. l'impression qu'on se dit: «Bah, jamais j'y arriverai». En fait, quand tu es au pied du mur, de toute façon, à un moment, tu essayes et tu y arrives et c'est génial. Je sais qu'il y a un autre truc aussi, où là, j'aurais jamais cru que ça m'aiderait, mais c'est, l'orientation. Alors là, moi vraiment, j'étais vraiment mauvaise en orientation avant et quand on est tout seul dans un pays où des fois il y a pas internet,
et ben, du coup, on fait plus attention aux alentours et on se retrouve plus, du coup. L'autre truc aussi, c'est, les relations sociales. Parce que pareil, je trouve que et là pour le coup, c'est aussi que ce soit pour, qu'on soit extraverti ou introverti, parce que j'ai des amis qui sont très timides, mais qui du coup, ont réussi à vraiment s'ouvrir grâce à ça en fait. C'est ce côté, bah, quand on est tout seul, on a plus ce côté: «Bon ben, autant essayer d'aller parler à quelqu'un, voir ce que ça donne» et cetera et là-dessus, ça permet aussi du coup de plus, bah, ouais, de plus, avoir de relations sociales, tout simplement. Et je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est exactement ce que m'a dit une de mes clientes il y a quelques jours. Elle est en voyage, je vais pas citer le pays, mais elle se reconnaîtra, et un voyage plutôt long cours et elle est avec son partenaire et elle me disait: «Quand je suis avec lui, en fait, je fais beaucoup moins l'effort. Par contre, quand je suis solo», parce qu'elle a beaucoup voyagé solo avant, bah, je vais vers les gens parce qu'il faut et puis parce que, elle le fait beaucoup plus facilement et je trouve ça intéressant de voir à quel point on peut sortir de sa coquille quand on est seul, alors qu'on se serait parfois pas pensé capable lorsqu'on est dans son pays d'origine ou dans une situation connue. Et je trouve que c'est le côté aussi, qui est «pratique» entre guillemets quand on est dans un pays où personne ne nous connaît, c'est que du coup, il y a moins la peur du jugement des autres. Mmh. Parce que du coup, bah, de toute façon, ils te connaissent pas. Du coup, il y a un peu plus ce côté, bah, je peux essayer et voir ce que ça donne et on est quand même des animaux sociaux, donc il y a un moment, on a toujours envie d'avoir un petit peu de compagnie, de parler à des gens juste comme ça, quoi. Et si on veut pas, on n'est pas obligé. Et c'est ça que je Exactement. trouve extraordinaire. Tu parlais de liberté, mais c'est ça, ce sentiment de je fais ce que je veux et si j'ai envie d'être seule, je peux et sinon enfin, on a vraiment le choix de tout, ce qui parfois peut faire qu'on se sent un peu enfin moi je me suis parfois sentie un peu perdue, face à l'immensité des choix, mais c'est un sentiment vraiment incroyable, Je quoi. suis tout à fait d'accord là-dessus et c'est vrai que moi, vraiment, c'est cette petite excitation de «je suis libre» à chaque fois que j'arrive dans un pays est vraiment géniale. Et là, tu es posée au Guatemala, alors comment ça s'est passé? Alors là, pour le coup, c'était un posage, mi-forcé parce que enfin, après, c'est aussi moi qui décidais vu que j'ai adopté un chien au Guatemala et c'était vraiment ce côté-là de du coup, j'y vais pour mon chien, mais en même temps, je me rendais compte que, alors bouger tout le temps, c'est sympa, mais il y a un moment où en fait, on a un peu envie d'une routine. C'est bien aussi, c'est fatigant en fait de toujours bouger tout le temps et là, de me dire: «Bah, en fait, je fais le choix de me poser, ça fait du bien». Qu'est-ce qui, selon toi, bloque les personnes qui ont envie de se lancer dans un voyage en solo, mais qui n'arrivent pas à faire ce pas-là? La première chose que je vois, c'est la peur de l'inconnu. Ça, c'est vraiment un truc qu'on a de toute façon à chaque fois qu'il y a, une nouvelle situation. C'est ce côté de «et si?» «Et s'il se passe ça? Et s'il se passe ci?» Je sais pas, j'ai pas le contrôle en fait sur ce qui va se passer parce que je l'ai jamais expérimenté, donc ça fait peur. Ça, c'est vraiment l'un des plus gros, je pense. Il y a aussi du coup, bah, la peur d'être seule parce qu'effectivement avoir, être dans un groupe et ben, c'est rassurant. C'est un peu un côté, ben, j'ai une béquille au pire des cas, il y a d'autres personnes pour me rattraper, c'est un support. Mais à côté de ça, on en oublie qu'en fait, nous-mêmes, bah, on peut réussir à faire des choses, en fait. Et il y a aussi, je pense là, c'est plus par rapport au manque de confiance en soi, la peur de ne pas avoir, les capacités suffisantes pour le faire. J'ai beaucoup de personnes qui sont venues me voir et qui me disaient: «Mais moi, je pense pas que je réussirais à être, toute seule comme ça dans un autre pays. J'ai l'impression que je saurais pas comment faire, j'arriverais pas à me débrouiller, je serais juste bloquée». Toutes ces pensées-là amènent finalement à des ruminations. À chaque fois, on va rester sur la pensée, on va se dire: «Bah, du coup et ça et ça et ça» et plus on rumine, plus on a peur, plus on est bloqué finalement. Ouais. Et je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais sur, le fait en groupe, on se sent un peu plus protégé. C'est Mmh. vrai mais moi, les plus grosses «galères» entre guillemets que j'ai pu avoir en voyageant, c'était lorsque j'étais avec des gens. Parce que, ben, on se repose un peu les uns sur les autres. Donc c'est déjà arrivé que je me retrouve paumée dans la montagne en Colombie, vraiment au bord d'une route de montagne. On était 4. La nuit était en train de tomber parce qu'en fait, on avait loupé l'arrêt du village en fait dans lequel on allait et le bus avait continué dans la montagne et parce que tout le monde se reposait un peu les uns sur les autres. Tout le monde se disait: «Bah, ouais, moi je fais une petite sieste parce qu'un tel est en train de checker la carte». Et donc du coup, on s'est retrouvés, en panique, la nuit à espérer qu'un bus, repasse dans l'autre sens, un dernier bus pour nous ramener au village où on allait et ça, c'est des choses, et même, alors je me suis jamais fait voler, pickpocketer, je sais pas comment on dit, ça m'est jamais arrivé. Mais j'ai vu des personnes à qui c'est arrivé en groupe parce que, ben, on fait un peu moins attention. Parce qu'on se dit: «L'autre est là aussi pour», enfin, inconsciemment, on a ce truc de protection en étant à 2.
Alors que seul, on a les radars activés à fond aussi parce que, ben, notre «survie» entre guillemets, même si on n'est pas en danger de mort quand on voyage seul, mais notre survie dépend de nous. Je pense aussi que ce qui est compliqué, c'est, il y a une part des médias aussi, ce côté où très souvent dans les médias, on va avoir plus un côté négatif. «Ah tel pays est dangereux, par ici, il faut pas y aller, surtout en tant que femme». Alors là, non, pas du tout, voyager seule en tant que femme, c'est affreux, vous allez il y a plein de dangers. Alors qu'en réalité, bah, je suis désolée, mais moi personnellement, il y a des coins de Paris la nuit, j'irai pas et je vais dans des pays, soi-disant dangereux comme le Guatemala ou quoi et je me sens très bien, il y a pas de souci. Tout dépend bien sûr de l'attention que tu fais et bien sûr, il y a tout plein de petites règles qu'on suit quand on est en France, qu'on va suivre aussi quand on est à l'étranger, tout simplement. Et oui, et parfois on oublie que certains pays dangereux le sont pour malheureusement certaines personnes qui sont sous la coupe de gangs. Tu vois, je pense, je suis allée au Salvador par exemple, je me suis pas du tout sentie, pas safe. Je me suis sentie en sécurité parce que j'allais pas non plus traîner dans les favelas, hein, faut le dire. Mais aussi parce que, ben, ouais, les personnes qui sont en danger, c'est celles qui vivent dans des zones contrôlées par des gangs ou qui font partie de gangs et cetera. Donc oui, c'est un pays où il y a beaucoup d'homicides, mais principalement dans ces contextes-là et ça, on l'oublie parce que les médias nous renvoient, des chiffres qui font peur et puis nous disent aussi: «Ah, un Français a disparu dans tel pays». Enfin, voilà, ça, c'est le genre de news qui fait un peu la une, mais ouais, c'est pas toujours très représentatif. C'est clair. Ce qui m'avait ouvert l'esprit à un moment, c'est justement en rencontrant d'autres personnes, notamment des Américains, qui me disaient: «Mais on a peur de venir en France». Et c'est là où tu dis: «Bah voilà, en fait, tout pays peut faire peur». Peu importe si tu es développé ou pas, parce que du coup, bah oui, les États-Unis, l'image qu'ils ont de la France, bah, c'est les attentats. Et donc, c'était vraiment ce côté-là où moi, je me dit, mais du coup, si le pays où on me dit c'est le plus safe, en fait, dans d'autres visions, c'est un pays dangereux, au final, ben, c'est possible que dans chaque pays, oui, il y a un côté dangereux, mais il y a aussi un côté safe. Et c'est après savoir ben, se renseigner, en fait, tout simplement, les zones à éviter, les trucs à pas faire, et puis voilà, quoi. Ça me parle trop parce que je vis à Barcelone et je vis dans un quartier, dans le centre. Il y a des vidéos YouTube justement d'Américains qui viennent, qui se filment en mode vlog et alors je sais pas, enfin, en fait, tu vois rien de fou dans ces vidéos, mais ils décrivent, la criminalité, les maisons de la drogue et tout. Alors, je dis pas que ça n'existe pas, mais pour y vivre au quotidien, j'adore ce quartier, c'est un quartier hyper vivant, hyper multiculturel et bien sûr, il y a des rues où je vais pas aller, traîner la nuit, toute seule et cetera. Mais ça me fait souvent rire les titres hyper, qui attirent l'attention, pour le dire, poliment et qui en réalité ne représentent pas, le quotidien et la vie dans ce quartier-là. Mais il y a cette image, il y a ce qui est véhiculé. Je pense que en fait, pour ce qui est du voyage, il faut pas se fier aux grands médias, en fait, mais vraiment juste aller parler, de personne à personne, tout simplement. Demander, en fait, aux autres voyageurs, bah, comment ça se passe pour vous et cetera. Et qui l'ont vécu récemment. Parce que je Totalement. sais que quand je suis partie pour mon premier voyage solo, j'ai commencé en Colombie et quand j'en parlais à ma famille, eux, ils avaient encore l'image de la Colombie des années, d'il y a 20 ans. Enfin, la situation politique était vraiment différente et la situation, globale sociale était vraiment différente et donc c'est important de parler avec des personnes qui y sont y allées il y a peu de temps. Parce que même l'Équateur, tu vois, entre le moment où moi j'y suis allée, donc juste après la Colombie et il y a quelques années, il y avait une différence. Tu peux plus dire la même chose de ce pays en quelques années parce que la situation politique a changé et cetera et donc je pense que c'est important de parler avec des gens qui l'ont vécu et qui potentiellement l'ont vécu il y a pas longtemps. Pour avoir la Je sais que moi, j'avais eu ce cas-là, l'année dernière, je suis partie au Pérou et c'était, juste en fait, je suis partie vers avril, je crois et vers janvier, il y avait eu, je sais plus, c'était une guerre civile ou quelque chose comme ça. Et du coup, dans les infos, ils disaient: «Waouh, Pérou, super dangereux, n'y allez pas». Et en fait, j'ai juste demandé aux voyageurs qui étaient là-bas, à la période où j'allais, comment ça se passait et cetera. Ils me disaient: «Mais en fait, là, il y a plus rien. Je Vraiment, c'est bon, quoi, c'est redevenu normal» et j'y suis allée et effectivement, ben, ça s'est très bien passé, Alors est-ce que tu as des conseils pour surmonter, ces freins et oser partir en solo? Oui, alors, bah, déjà, on en a parlé un peu, ce côté, d'échanger avec des voyageurs ou des expats. Il y a plein de groupes Facebook, en fait, qui sont super cool là-dessus. Alors, il y a des groupes, généralement, dans un peu tous les pays, on peut trouver les Français à, par exemple, il y a les Français au Guatemala, les Français à Los Angeles, et cetera. Et vraiment, c'est des groupes où les gens sont là pour s'entraider, en fait. Donc, pas hésiter à leur demander, bah, surtout si vous avez déjà un pays en tête, leur dire, bah voilà, j'aimerais partir solo, etc. Il y a aussi des groupes Facebook spécialement pour les femmes qui voyagent seules.
Je pense à un en particulier qui s'appelle We Are Backpackers, où du coup, c'est vraiment pour, les femmes qui voyagent, pareil, pour avoir des conseils et cetera. C'est vraiment génial. Donc vraiment ne pas hésiter à demander aux personnes qui expérimentent ça, en fait. Un conseil que je donne, très souvent du coup aux personnes que j'accompagne et qui ont peur de partir, c'est, ce qui s'appelle la méthode des petits pas. C'est en fait, tout simplement, au lieu de se dire direct, «Ben, je vais faire un voyage solo de 3 mois quelque part», commencer par exemple par un week-end toute seule quelque part en France. Par contre, un endroit que du coup, bah, vous connaissez pas forcément, mais vraiment juste, voilà, se dire, bah, 2 jours, même juste une journée en fait. Commencer par quelque chose de petit pour prendre la confiance, pour justement se rendre compte: «Ah bah, voilà, je peux, prendre le train, aller quelque part, trouver un endroit, passer du temps avec moi-même». Et faire petit à petit comme ça. Peut-être au départ c'est un week-end, après c'est une semaine, peut-être que ce sera après un week-end dans un pays, limitrophe de la France, parce que comme ça c'est un peu plus proche et construire en fait sa confiance en soi comme ça finalement. Très important, parce que la confiance ça se construit à travers les actions et la dernière chose que je propose aussi parfois, c'est ce que j'appelle le tableau des peurs. Heu et là on passe du coup plus par l'écriture et un peu pour se décaler justement de ces pensées, angoissantes. En gros, il y a 4 colonnes. La première colonne, on va exprimer sa peur. Ça peut être par exemple, ben, j'ai peur d'être seule, en étant à l'étranger, d'être vraiment toute seule. Donc on exprime ça, on l'écrit. La deuxième colonne, ça va être imaginer le pire scénario possible. Bah, par exemple, là, ça fait quelques jours que j'y suis et vraiment, il y a personne, j'y arrive pas, je me sens pas bien et cetera. La troisième colonne, ça va être de penser aux actions qu'on peut mettre en place pour éviter ce pire scénario-là. Là, par exemple, ça pourrait être, d'aller dans des auberges de jeunesse parce que du coup, il y aura des personnes autour, de faire des activités qui sont proposées soit par les auberges de jeunesse, soit par, les offices de tourisme aussi qui en proposent très souvent. Ou, faire, moi c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivée au Japon justement, ce qu'on appelle un workaway ou un woofing et c'est du coup ce côté de, travailler en échange, du logement et de la nourriture aussi parfois et du coup là, généralement, ben, c'est encadré, on est dans une équipe. C'est un bon moyen de commencer, je trouve justement, dans un nouveau pays et solo, pour avoir un peu quand même un cadre un peu rassurant, quoi. La dernière colonne, c'est du coup les bénéfices qu'on peut tirer si on réussit à surmonter cette peur-là. Et du coup là, ce sera par exemple, ben, découvrir des nouvelles personnes, prendre de la confiance en soi, avoir de nouvelles expériences, et cetera. Et cet exercice-là, c'est vraiment pour se rendre compte que la peur, on peut s'en détacher un peu et en fait, trouver des petites choses pour s'en sortir finalement. C'est un superbe exercice. Et une fois sur place alors, qu'est-ce qui pourrait être compliqué concrètement quand on voyage seul? Et ben, quand on voyage, il y a un truc que tout le monde va expérimenter, c'est ce qu'on appelle un peu les phases du voyage. En gros, c'est 4 phases que tout voyageur expat passe à un moment. C'est normal, ça fait partie de la vie du voyage. Et on a comme première phase ce qu'on appelle la phase de lune de miel. C'est un peu cette phase, d'excitation, de joie. On se dit: «Waouh, j'arrive dans un nouveau pays, c'est génial, il y a plein de choses à faire, plein d'aventures» et cetera, un peu d'euphorie. Ensuite, on a une deuxième phase, c'est là où ça peut commencer à être compliqué, c'est ce qu'on appelle la confrontation. Généralement, c'est là où on va avoir un peu un choc culturel. Donc le choc culturel, c'est un peu ce boulever boule mmh, le choc culturel, c'est un peu ce bouleversement émotionnel qu'on va avoir face à une culture qui est différente de la nôtre. C'est un peu un choc entre, l'image qu'on avait de la culture et ce qu'on en voit en réalité. Et plus l'image qu'on en avait et ce qu'on voit est, séparé, plus ce sera difficile. C'est un peu un moment de prise de conscience. On va se rendre compte du coup de notre culture face à l'autre, des différences qu'il y a. On peut se sentir un peu, bah, justement isolé, pas très bien compris. Il y a un peu de côté de désorientation aussi parce qu'on s'y attendait pas et ça, par exemple, c'est là où ça peut être un peu, compliqué à vivre. Après ça, si on arrive à dépasser ça, on a ce qu'on appelle, la phase d'ajustement où là, il va y avoir en fait un compromis entre l'excitation et le choc culturel et c'est là où on commence un peu à s'ouvrir du coup à la nouvelle culture et on la voit plus l'extérieur comme quelque chose de dangereux, mais on va se dire: «OK, ben, la l'autre culture elle est comme ça, moi je suis comme ça, qu'est-ce que je peux faire en fait pour, essayer de m'adapter tout simplement?» De s'ouvrir un peu plus et la dernière phase, c'est du coup là on a, l'adaptation, donc on accepte, sa nouvelle vie, on arrive à s'intégrer, et après, voyager tranquille quoi.
Et donc tu parlais aussi des expats, c'est aussi quelque chose que traversent, les personnes expatriées? Totalement et ça peut, et vraiment, très souvent. Moi, par exemple, bah, ça fait quand même longtemps que je voyage, mais là, même en m'installant, du coup, au Guatemala, je suis aussi passée par ça, ce côté: «Wouhou, c'est génial, j'ai ma petite maison, j'ai mon chien, c'est sympa» et après un moment, je me disais: «Oh là là», je me suis rendu compte que, alors moi, j'ai par exemple, j'ai une église, tous les soirs, qui fait énormément de bruit. C'était un petit peu embêtant et pareil, le bruit, de manière générale, au Guatemala, ils adorent, c'est très vivant. C'est très, très, très vivant. Et du coup, il y a un moment, je me dis: «Oh là là, mais en fait, j'y arrive pas, ça me stresse, il y a du bruit tout le temps, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis ici?» et là, c'était un peu ce côté de, bah, de confrontation, de choc culturel et puis il y a un moment où je me suis dit: «Mais attends, OK, là, ça va pas trop, qu'est-ce que je peux faire, en fait?» et c'était ce côté, ben, je m'investis un peu plus dans ma maison, je décore un petit peu, je me sens bien chez moi. Là, c'était un peu l'ajustement et après, au final, pour me dire, «En fait, j'aime beaucoup l'endroit où je suis, c'est sympa, il y a de la nature autour, et je m'y sens bien, en fait, tout simplement». Donc ces phases peuvent durer, plus ou moins longtemps selon la personne, la situation, la culture, Exactement. et c'est intéressant parce que t'entendre dire ça, je me rends compte que j'ai un peu traversé ça en m'installant en Espagne. J'ai un peu eu un choc culturel inversé, je m'étais bien habituée à l'Australie, qui est un pays, très propre, très ordonné, on mange à 18 heures, on se couche à 21 heures, à 5 heures du matin, tout le monde est réveillé. Il y a vraiment moi je m'étais vraiment imprégnée de ça. Et là, l'arrivée en Espagne, Barcelone, c'est bruyant, il y a plein de touristes, c'est pas sale parce qu'ils nettoient beaucoup, mais quand même à cause du monde, ça devient sale. Ils parlent fort parfois, ils mangent tard, enfin, il y a vraiment tout plein de petites choses qui c'est vrai qu'après la phase lune de miel, je me suis dit: «Ah!» C'est ça. et maintenant je me suis habituée, mais effectivement, j'avais pas réalisé et c'est chouette, je pense, merci de le partager parce que je pense que pas mal de personnes peut-être traversent ça et se disent, «En fait, c'est pas le pays pour moi» ou «C'est pas pour moi» et sans savoir que, ben, c'est une phase et que ça va passer. Totalement, en fait, ça fait vraiment partie et comme je dis, même si ça fait longtemps qu'on voyage et qu'on se dit: «Non, mais c'est bon, maintenant je sais», Et maintenant en fait, et ben, on s'en rend pas compte des petits trucs exactement. C'est vraiment des trucs qu'on va tous passer et qui peut être plus ou moins long. Il y a des personnes justement, elles ont vraiment du mal à dans ce côté de confrontation choc culturel, à dépasser ça et c'est là, du coup, où je les aide pour, revoir un peu les choses, avoir une nouvelle vision et cetera. Alors, est-ce que tu aurais des conseils pour, les personnes qui vivent peut-être un moment down pendant leur voyage? Déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, parce que je trouve que parfois on le dit pas assez, mais c'est normal d'avoir des moments down en voyage. Ça fait partie vraiment de la vie du voyage parce que justement, c'est tellement intense, on vit tellement de choses, ben, des fois on commence à être un peu fatigué et fou, c'est là où on va avoir un petit peu un moment de down. Donc vraiment, mon premier truc, ce serait, d'accepter ce moment-là, de pas se dire: «Oh là là, bah non, je suis en voyage, je devrais pas être ci, je devrais pas être triste». Au contraire, c'est OK, en fait. Il y a pas de On est humain, on a des émotions, donc c'est OK d'avoir ces émotions-là et justement, d'en profiter pour faire un peu un check-up sur soi, avoir ce petit moment d'introspection où on se dit: «Bah OK, là je me sens pas bien, d'accord. De quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui?» Tout simplement. Moi, je sais que, bah, la première fois que ça m'est arrivé, c'était quand j'étais au Japon. Là, c'était un moment où du coup, je venais de faire un workaway, il y avait plein de trucs qui s'étaient passés. J'étais un petit peu fatiguée, je me suis dit: «Oh là là, je me sens pas trop bien» et moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'aller dans la nature. Donc je me suis dit: «OK, je prends mon petit sac à dos, je vais faire une petite rando» et du coup, le fait de dans la rando, je pouvais pleurer, je pouvais me parler toute seule, je pouvais crier si j'en avais envie, comme ça vraiment tout faire sortir et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est avoir toujours un petit moment où je trouve un espace sympa et je m'installe et j'écris. Je trouve que ce côté vraiment quand, vous avez un moment de down, vraiment juste, faire sortir vos émotions plutôt que les garder en soi et se dire: «Non, non, mais je mets de côté». Parce que mettre de côté, ça va pas marcher. Ça va juste se stocker à un moment et après sortir à un autre endroit. Donc vraiment juste l'exprimer et que ce soit par l'écrit, par le dessin, par l'activité physique, ça peut être par l'argile, chacun fait sa manière, en juste, en s'enregistrant, comme si on faisait un podcast parfois. Mais vraiment faire sortir ce côté-là pour, pouvoir vivre en fait cette émotion, qui est normale finalement. Ouais, donc faire sortir et puis être à l'écoute de ses besoins et y répondre aussi, C'est plutôt ça que se et prendre pousser, le temps de se poser. ouais. Et oui, parce qu'en fait, c'est fatigant, on n'y pense pas toujours et parfois, moi, je sais que j'avais de la culpabilité quand je passais des jours, off où je faisais rien de fou et où je restais, à l'hostel ou à faire une petite balade plutôt que, voilà, faire un truc, mémorable
Et et c'est dommage parce que en fait, on a besoin comme dans la vie normale, on a besoin de se reposer et c'est pas du temps perdu. On n'est pas obligé de toujours faire des choses incroyables, pour profiter de son voyage. Je trouve que le voyage, solo, quand c'est sur le long terme, il y a vraiment ce côté de c'est une vie en soi. Parce que je pense que pour beaucoup de personnes, dans un peu, l'imaginaire collectif, si on peut dire ça comme ça, c'est ce côté: «Ah bah, du coup, elle va en vacances pendant 4 mois». Non, c'est vraiment une autre vie, en fait. C'est une autre manière de vivre, c'est des expériences. C'est effectivement fatigant, parce qu'on a plein de choses à penser, on n'y pense pas, mais devoir penser une autre langue, par exemple, tout le temps, ben, ça fatigue. Mmh. Devoir penser à un truc, un autre et cetera, pareil. Ouais, la La logistique, parce logistique, que ça, on n'y effectivement. pense pas quand on va au boulot et on rentre. Il y a quand même des routines. Le fait de pas avoir de routine, ça prend de l'énergie, Ouais, en vrai. très clairement. Et après, ben, les interactions avec les autres personnes automatiquement, nos émotions qui des fois font un peu le hula hoop comme ça, Mais du coup, dans les moments d'armes, si vraiment ça on se rend compte qu'on n'arrive pas à dépasser ça seul, ne pas hésiter à demander de l'aide, tout simplement. Il faut pas avoir honte de se sentir mal en voyage, parce que je sais que certaines personnes, c'était un peu ça avant de venir me voir, qui disaient: «Ben, je suis en voyage, je suis censée être, super contente tout le temps parce que j'ai une vie de rêve, soi-disant» et qui osaient pas, en fait. Alors que, ben, encore une fois, le voyage, c'est quand même une vie normale et c'est OK d'avoir besoin d'aide, parfois et du coup, d'en parler à ses proches, de voir un professionnel pour s'accompagner et cetera. Et je pense que c'est chouette de savoir qu'on peut se reposer sur un professionnel ou une professionnelle parce que parfois les proches comprennent pas. Comprennent pas la démarche ou comprennent pas ce qu'on peut ressentir, donc je trouve ça chouette de pouvoir en parler à quelqu'un qui comprend et qui a les outils aussi pour ça. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour quelqu'un qui a envie de tenter l'aventure du voyage solo? Ce serait d'oser. Parce qu'en fait, c'est normal d'avoir peur, vraiment. En fait, c'est une émotion, c'est une émotion qui est importante en plus, la peur. Mais l'important, c'est de pas juste se laisser, submerger par elle, parce que du coup, ça va nous bloquer. Donc vraiment, oser. Vous rappelez que, heu, vous avez des ressources en vous, en fait, même si quand on est pris dans la routine, on a l'impression que non. Et ben si, donc avec, les petites méthodes comme on parlait des petits pas et cetera, faire ces petites choses pour gagner de la confiance en soi, vraiment, oser essayer de le faire parce que c'est une expérience qui est géniale, qui, vous fait apprendre tellement sur vous-même. C'est impressionnant. Moi, je regretterai jamais d'avoir fait des voyages solo et pareil pour l'ouverture sur le monde, pour la rencontre avec les gens, pour les aventures qu'on a. Je Les recommande vraiment souvenirs. d'essayer. C'est ça. Moi, je me dis toujours, tous ces souvenirs-là, si un jour, je sais pas, c'est peut-être une pensée bizarre, mais je vais vous la partager. Je me dis si un jour, je sais pas, je perds l'usage de mes jambes ou si un jour, je suis vieille, tout simplement, ce qui j'espère va m'arriver, à un moment donné, et que je peux plus faire toutes ces choses-là, je pourrais rentrer dans ma tête et me rappeler, en fait, parce que c'est vraiment des choses fortes, des images, des sensations et parfois je peux reparcourir, des expériences comme ça, en fait, se dire que c'est accessible, que j'ai cette boîte, à trésors dans ma tête et ça part jamais. C'est des choses qu'on garde, pour toujours. Et je trouve que justement, par rapport à ce qu'on parlait un peu de confiance en soi, il y a un peu ce côté-là aussi où, par exemple, si je stresse, de faire quelque chose, là, je me suis mis à l'escalade et du coup, là, c'était la première fois, du coup, que j'allais à l'escalade toute seule, à Montpellier. Donc j'avais un peu ce stress, tu un peu ces pensées de, bah, du coup, si je suis un petit peu nulle ou si les gens me regardent et après je me disais: «Mais attends, mais tu arrives à aller toute seule dans un pays, dans la langue que tu ne connais pas et sans problème et tu vas avoir peur de juste aller dans la salle d'escalade en France? Non, non, tu peux le faire en fait, il y a pas de souci. C'est trop intéressant parce que ça donne un référentiel. Moi aussi, des fois, je me dis des choses comme ça. Quand je stresse pour, je sais pas, un trajet en train où je me dis: «Je vais peut-être me perdre, machin», je dis: «Mais attends, tu t'es débrouillé dans X pays, donc ça devrait aller et tu t'en sortiras même s'il y a des difficultés». Mais en tout cas, je suis très contente de savoir que tu as essayé l'escalade et sache que moi, ça fait 3 ans et je suis toujours nulle, donc et c'est OK, l'important c'est de d'y prendre du plaisir. Non, c'est clair et ça fait du bien aussi, accessoirement, j'adore l'escalade. C'est trop bien. Merci Gwenaëlle pour, tous ces partages qui étaient vraiment hyper intéressants, hyper concrets. Merci à toi de m'avoir invitée du coup, c'était un grand honneur pour moi et j'ai adoré ce petit moment. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? J'ai, du coup une page Instagram qui s'appelle Odyssepsy où là vous pouvez me retrouver, où je poste, assez régulièrement, justement des petites vidéos avec, des petites astuces,
sur, le voyage et cetera. Et j'ai aussi un site internet. Là-dessus, en fait, j'écris pas mal d'articles justement pour, donner des conseils, pour expliquer un peu plus, le voyage, justement quand on parlait des phases et cetera. Et du coup, pour mettre un peu à tout le monde, mieux comprendre ce qui se passe en eux et leur donner des petits outils. Super, je mettrai tout ça dans la description de cet épisode. Merci encore Gwenaëlle, à bientôt. À bientôt.